Bonjour Christiana Moreau, bienvenue dans l'album, très heureux de vous recevoir. On va parler avec vous de littérature. Votre dernier roman vient de paraître au vent déraisonnable aux éditions En Page, éditions Verviétoise. Et le cadre de ce roman, on va en parler aussi, se déroule dans notre région. Donc vous étiez une invitée de rêve pour cette émission. C'est du circuit court. Voilà, c'est du circuit court, comme vous dites. Alors on va parler, mais vous faites beaucoup de choses. On va pas parler seulement que de littérature, parce que vous êtes peintre, on va parler de sculpture, donc de vos passions de manière générale. Commençons par ce roman, un trio face au vent de la passion et face au vent de l'histoire aussi. Oui. Comment est né ce roman? Ce roman, il est né pendant le Covid, le confinement Covid, parce que précédemment j'ai écrit plusieurs livres qui se passaient en Italie, et là, comme on ne pouvait pas sortir de nos frontières, j'allais me promener dans les fagnes pour un peu me changer les idées, parce que le confinement c'était assez lourd. Donc je suis allée à toutes les saisons, j'ai vu que c'était des paysages magnifiques, les saisons étaient très changeantes. L'hiver dans la neige, l'été avec les fleurs, l'automne les tons roux. Donc c'était vraiment... Il y a aussi des légendes, des dangers, des gens qui se perdent. Et je trouvais qu'il y avait vraiment le terreau pour faire un roman intéressant. Alors, il y a François et il y a Marie, Lucie. François et Marie se connaissent depuis l'enfance. Et puis ils vont être emportés un peu par des destins personnels. Par le vent de l'histoire. Et par le vent de l'histoire, puisque lui va partir vers Liège et va partir dans la résistance. Et elle, de force, elle va travailler en Allemagne. Il faut dire que ces territoires ont été annexés par Hitler pendant la guerre. Donc pour les gens qui habitaient là, c'était un vrai dilemme, parce que certains étaient pro-belges et voulaient échapper à leur enrôlement dans la Wehrmacht. D'autres étaient pro-allemands. On ne savait pas encore tout ce qui allait se passer durant la guerre, évidemment. Donc certaines familles étaient même déchirées au sein d'une même famille. Il y avait des idées différentes. Donc là, nos personnages, François va s'enfuir à Liège pour échapper à son enrôlement. Et effectivement, Maria, qui va rester là, va faire partie de ce qu'on appelait les malgré elle. C'est ça. Donc elle va devoir faire son service obligatoire en Allemagne. En Allemagne, c'est ça. Alors, on va pas dévoiler la trame du roman, il faut le lire, c'est le principe. Comment avez-vous travaillé? Il faut quand même avoir des bases historiques, il faut quand même un travail de recherche par rapport à ça, non? Mais oui, j'ai commencé à écrire le roman, j'avais une idée de ce qui s'était passé pendant la guerre, mais j'ai dû faire beaucoup de recherches, lire des journaux d'époque, des témoignages, et au fur et à mesure, je me rendais compte vraiment de la richesse historique de cette région et de sa complexité. C'est ça, c'est vraiment une redécouverte. Oui, en fait. Oui, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Et puis même après la guerre, la façon dont cette région a dû se réhabiliter, puisqu'on les voyait un peu comme des traîtres. Oui, bien sûr. Donc c'était vraiment un contexte historique intéressant. C'est ça. Effectivement, et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, qu'on voit Ukraine et côté russe, on l'a vécu ici il y a 80 ans. C'est vraiment la même chose, le même schéma. Oui. Alors, l'écriture, on voit ici vos romans. Comment êtes-vous arrivé et quand êtes-vous arrivé à l'écriture? J'y suis arrivée assez tard, puisque j'ai publié mon premier roman, La Sonate oubliée, en 2017. Et depuis, je publie un roman tous les 2 ans. Mais c'est incroyable, ça. Mais oui, c'est-à-dire que moi, je suis peintre et sculptrice. Et puis, au bout d'un temps, après de nombreuses expositions, je m'en lassais un peu. Et puis, j'ai eu envie de passer à autre chose, à l'écriture. Mais pour moi, je ne fais pas de différence entre les arts, la peinture, l'écriture, la sculpture. C'est une façon de m'exprimer, c'est de la créativité. Et peu importe la façon de le faire. Oui, mais ce qui est incroyable, vous dites que c'est tellement naturel, c'est quand même incroyable, parce que c'est coup gagnant dès le début, quoi. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance pour mon premier roman de trouver un éditeur, mais j'ai quand même un peu ramé au début, parce que je ne connaissais rien du tout à l'édition, donc j'envoyais mon livre chez Gallimard et des choses comme ça, mais bon... Faut dire qu'ils ne le lisent même pas, ils en reçoivent tellement, 300 par semaine, donc il faut écrire, avoir un certain talent, mais il faut aussi beaucoup de chance. Donc j'ai eu
la chance que tout ça se met en place. mettait, et voilà, oui. De nombreux prix pour vos Oui, romans. j'ai eu plein de prix, Il faut oui. souligner. Oui. Et alors, moi, avant 2017, vous écriviez quand même à certains moments? Ben, j'ai toujours aimé écrire un peu, des petits poèmes par-ci, par-là. Et j'avais écrit une pièce de théâtre aussi qui est restée dans un tiroir. Mais oui, je ne savais pas que je savais écrire. Voilà. Okay. Et comment est arrivée cette révélation, justement? Vous vous êtes mis à votre table et vous avez dit, je vais faire un roman ou... Ben, je ne sais pas. Je me suis intéressée à un sujet. Ici, c'était pour le premier, c'était Vivaldi et les orphelines de la Pietà. Oui. Et puis, je suis allée plusieurs fois à Venise dans les archives et j'ai eu vraiment envie d'aller plus loin. D'accord. Et quand j'ai vu que ça prenait forme et que je ne me lassais pas après 2 chapitres et que je continuais, ben voilà, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. Vous avez besoin de lieux inspirants? Oui, il faut d'abord un sujet qui m'intéresse et que j'ai envie de découvrir à fond. D'accord. Donc, une fois que je vais au bout des choses, alors j'ai envie de le faire partager à des lecteurs. D'accord. Alors, une écrivaine, souvent c'est d'abord une lectrice. Oui, oui. Qu'est-ce que vous lisez? Oui. Zola, c'est votre passion. Oui, c'est vrai. Zola, c'est ma passion. Mais j'aime beaucoup les écrivains du 19e siècle. D'accord. J'ai lu tous les écrivains classiques quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, je lis des romans contemporains pour me tenir au courant. Quoi, par exemple? De ce qui sort. Ben, par exemple, Elena Ferrante, qui a fait un grand succès. L'écrivaine italienne dont on ne sait pas très bien qui elle est. C'est ça, par exemple, Delphine de Vigan. Oui. Et des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai lu d'abord tous les écrivains classiques et particulièrement 19e siècle, et Zola, évidemment, qui est mon idole. Avec un Zola que vous prendriez avec vous sur l'île déserte? Je prendrais peut-être Au bonheur des dames. C'est le premier que j'ai lu de Zola dans les Rougon-Macquart. Puis après, j'ai lu tous les autres parce que j'avais adoré. Et finalement, 10 ans après, je les ai repris tous dans l'ordre, ce qui donne un éclairage vraiment encore différent à l'œuvre de Zola, parce qu'il y a une dimension sociale et il a fait un travail sur l'hérédité aussi. Okay. Donc, quand on les lit dans l'ordre, on découvre vraiment cette dimension supplémentaire. Écrivain engagé. Voilà. Ça vous parle, ça? Oui, bien sûr. Oui. Oui, Zola, il regroupe tout ce qui me plaît, engagé, social. Pourquoi vous engagez-vous? Je ne sais pas, ça fait partie de ma personnalité. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne me dis pas, je dois m'engager. Non, ça vient tout seul. Oui, c'est ça. Oui, je suis toujours aux côtés des plus humbles et j'ai toujours envie de défendre ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Et moi, je suis fille d'ouvriers métallos, donc je suis née à Seraing, près des Hauts-Fourneaux, donc voilà, ça fait partie de ma personnalité. Bien sûr. On va découvrir d'autres photos. Voilà, on est à Seraing, justement, oui. Hein, voilà. C'est le collège communal de Seraing qui m'avait invitée pour me faire citoyenne d'honneur de ma ville. D'accord. Parlez-moi de Seraing. Seraing, j'ai toujours vécu à Seraing. Si, j'ai fait un break de 20 ans à Liège, mais je suis revenue à Seraing maintenant. Et voilà, Seraing, c'est mes racines, ce sont les Hauts-Fourneaux qui ont fait la richesse de la Wallonie. Et aujourd'hui, tout cela disparaît. Donc, dans mon premier roman, La sonate oubliée, je parle de tout ça, cette disparition, toutes ces usines qu'on démolit et on refait des bâtiments modernes, écologiques. Mais je me disais que tout ça disparaissant, les générations futures ne sauraient pas ce qu'il y avait eu là avant, et j'avais envie de garder une trace. C'est ça. Donc j'ai fait, dans mon premier roman, j'ai parlé de tous ces Hauts-Fourneaux, de ces ouvriers qui travaillaient là-bas dans des conditions difficiles. Gardez le témoignage, voilà. Que les lieux parlent encore. C'est ça. Ici, on est dans un lieu qui parle, on est dans une ancienne laiterie ici, Interlac, et effectivement, le bâtiment a été conservé pour avoir cette mémoire industrielle qui est importante. C'est la vie des gens et la mémoire des gens. C'est ça, voilà. Oui. Ça, c'était pour mon premier roman, toujours mon premier prix, qu'on m'a remis à la Foire du Livre de Bruxelles.
Voilà, c'était avec, j'oublie son nom, Patrick... Weber. Patrick Weber, oui. Et ma première éditrice, Julia Nanicelli, qui était venue de Paris pour la remise du prix. Avoir un prix, c'est important. Ça représente quoi? Le premier, c'était important parce que ça voulait dire que j'avais quand même réussi mon coup, si je peux dire, que ce n'était pas un roman de gare, voilà. D'accord. Et que ça touchait quand même un certain public. Et c'est une reconnaissance de la profession. Alors, justement, dans des lieux comme ça, vous rencontrez votre public. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Vous parlez de quoi avec vos lecteurs, vos lectrices? Les lecteurs me parlent de ce qu'ils ont ressenti en lisant le roman. Certains me disent, oui, je me suis retrouvée vraiment dans tel personnage. Parfois, ils vous surprennent? Oui, c'est toujours surprenant parce que quand on est écrit tout seul dans son bureau, on ne sait pas ce que les lecteurs vont penser. Donc, c'est important d'aller dans les salons et de rencontrer les lecteurs pour avoir leur retour. C'est ça. Et savoir vraiment si on les a touchés ou pas. Voilà. C'est effectivement important. Oui. Alors ici, justement, on parle des Efagnes. Ça, c'est un lieu important. La Croix des Fiancés, dont je parle dans mon dernier roman. Il y a 2 scènes qui se passent là-bas, à la Croix des Fiancés. Et bon, pour les gens qui habitent ici, ils savent sûrement de quoi on parle. Ce sont 2 fiancés au 19e siècle qui devaient aller chercher leurs documents pour se marier. Ils sont partis à travers la Fagne. Et il a commencé à neiger très fort. Ils se sont perdus. Et on les a retrouvés au printemps, morts de froid. Donc, il y a une scène de mon roman très forte à la fin du roman qui se passe là-bas. Ce sont des lieux qui vous inspirent? Oui, c'est inspirant. Vous allez souvent en Fagne? Oui. J'ai continué à y aller après le Covid. Mais déjà, mes parents se sont rencontrés dans les Fagnes parce qu'ils faisaient partie d'un groupe de marcheurs, les Compagnons de la Route. Et bon, quand j'étais enfant, j'y allais avec mes parents encore. Et puis bon, j'ai perdu un peu tout ça de vue. Et j'ai redécouvert le lieu pendant le Covid. Pendant le Covid. Oui. Ah oui, c'était un peu compliqué à certains moments parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, c'est les Fagnes, les marécages, les tourbières. Qu'est-ce que vous y trouvez? Le calme? Oui, le calme. C'est encore un lieu très sauvage et qui est protégé. Donc, on ne peut pas y construire de nouvelles maisons, on ne peut pas bétoniser. Donc, c'est encore un des rares endroits préservés. C'est important, effectivement. Oui. Et voilà, à toutes les saisons, là. En hiver, c'est le lieu dit le Noir-Floé. Ce sont des arbres qui ont connu un incendie et qui sont un peu fossilisés, si je peux dire. C'est ça. Voilà, et c'est un endroit un peu magique, spécial. Vous faites des repérages quand, par exemple, pour ce roman, vous avez fait des repérages de lieux pour que des scènes se passent. D'ailleurs, il y a une partie, un lieu au début qui se passe là au Noir-Floé. C'est ça? Oui. Donc vous fixez d'abord. C'est comme un metteur en scène qui va repérer les lieux. C'est la même chose. Et vos personnages, Inès, comment François, Marie, ils sont apparus comment? Ils sont imposés à vous? Et parfois ils vous échappent? Oui, parce que au départ, j'ai le début de la trame, mais je ne sais pas toujours où je vais aller, donc il bifurque un cours d'histoire, oui. Parfois, quand je découvre des faits historiques, je me dis ah oui, ça c'est intéressant, il faut absolument qu'ils aillent dans ce fait, voilà. Donc, ils attrapent une vie propre, finalement. Une vie propre, c'est ça. Et c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. J'entends souvent ça des écrivains. Oui. Qu'à un moment donné, les personnages prennent un peu le pouvoir d'une certaine manière. Oui. Alors, ça, on passe à... une aquarelle. Alors, vous êtes peintre. Oui. Comment êtes-vous arrivé à la peinture? C'est ma première passion, c'est la peinture. J'ai commencé par ça et d'ailleurs quand j'étais petite, à l'école, je dessinais dans mes cahiers et l'institutrice n'était pas contente parce que
Une fois, elle m'avait arraché la page et elle m'avait dit, tu feras signer ça par tes parents. Donc, oui, j'ai toujours aimé dessiner, puis peindre, et ça fait vraiment partie de mon indienne. Oui, depuis toujours. Oui. Et c'est quoi vos sources d'inspiration? Oh ben, c'est n'importe quoi. Ça peut être un beau paysage ou J'ai fait beaucoup de peinture sociale aussi, puisque j'étais plongée dedans à Serein. C'est ça. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est le moment, l'instant, des peintures écologiques aussi, en réaction à certains faits. Et alors, vous travaillez où? Vous avez un atelier? Oui, décrivez-moi un peu votre atelier. Bon, écoutez, c'est une pièce où je fais tout, bureau, atelier, et je fais tout dans la même pièce. C'est ça. C'est toujours là que vous peignez. Oui. Vous avez des rites, des manières de travailler? Vraiment. Pour l'écriture, j'écris plutôt l'après-midi, mais aussi la nuit quand j'ai des insomnies. Parfois, je pense à quelque chose et je me relève. Il faut que j'aille l'écrire parce que j'ai peur d'oublier. Et puis, voilà. D'accord. Et pour la peinture, c'est la même chose? Et pour la peinture, non, pas la nuit, là. Parce que j'ai besoin de la lumière du jour à ce moment-là. Oui, bien sûr, oui. Oui. Alors, on parlait des écrivains qui vous inspirent. Les peintres qui vous inspirent, c'est qui? Les peintres qui m'inspirent, je ne sais pas, mais les peintres que j'aime beaucoup, c'est Magritte, par exemple, et puis des peintres de la Renaissance, Botticelli, dont je parle dans un roman, La Dame d'Argile, qui tourne autour de Botticelli. Et puis des peintres aussi du 19e siècle, Gustave Courbet. Ah oui, Courbet. Il y a beaucoup de peintres que j'aime, Van Gogh, oui. D'accord. Oui, c'est assez éclectique. Oui, ça part dans tous les sens, mais ce sont des peintres qui avaient des choses à dire et qui avaient une façon d'exprimer intéressante. Voilà. Vision de la société aussi, voilà, à nouveau, oui aussi. Comme vous l'indiquiez. Voilà, toujours dans les fagnes, une aquarelle, mais en hiver, là. Alors, vous fonctionnez comment, par exemple, sur base de photos, là, ou ce que j'imagine que vous n'allez pas au milieu de la neige? Oui, là, parce que s'installer dans la neige, c'est pas évident. Sinon, il vous arrive de peindre sur les lieux? Parfois, même quand je pars en vacances, je fais des carnets de voyage. Ah, et alors il m'arrive de tremper mon pinceau dans l'eau de mer. Ah oui. Donc, oui. Vous avez toujours un carnet de voyage avec vous? Oui, voilà. Ah, oui, je ne fais plus vraiment de peinture depuis que j'ai écrit, mais je continue à faire des aquarelles parce que ça va vite. Et pourquoi plus de peinture? Parce que ça prend du temps? Parce que ça prend du temps et je n'arrive pas à faire les deux. Il faut choisir. Là maintenant, je suis à fond dans l'écriture, donc. Qu'est-ce que vous préférez? Pour le moment, c'est l'écriture. Bon, j'ai un peu délaissé. C'est comme si on délaissait une épouse pour une maîtresse, finalement. C'est ça. J'ai délaissé la peinture. C'est ça. Je dois dire que. Et qu'est-ce que vous trouvez qu'est-ce qui est plus passionnant dans l'écriture? C'est la création. C'est vraiment ce qui m'inspire dans n'importe quel art, que ce soit la sculpture ou peu importe. C'est vraiment partir de rien et arriver à faire, je ne dirais pas une œuvre d'art parce que c'est prétentieux, mais arriver à faire quelque chose qui n'existait pas, partir de rien et avoir à la fin un objet qui veut dire quelque chose. Et alors, que ce soit pour la peinture ou le roman, à quel moment déposez-vous le pinceau ou le stylo en vous disant c'est fini, c'est compliqué? C'est difficile, oui. Il faut presque m'arracher le manuscrit des mains. C'est vrai, vous voulez toujours recorriger. Oui, oh là là, oui. Et je retrouve toujours des choses à soit retirer, soit rajouter. Ah oui, il faut vraiment un moment que l'éditrice me dise ça suffit comme ça. D'accord. Et alors quand vous avez l'exemplaire dans les mains? Je ne le relis pas parce que... Ah, ok, d'accord, oui, parce qu'il y aurait des... Oui, je ne serais pas contente de certaines choses. Donc, Ah oui, d'accord. Donc il faut vous forcer à arrêter. Même chose pour la peinture? La peinture, oui, elle part dans une exposition et puis voilà. Là, je la vois, mais... D'accord. Encore un... Voilà, toujours une aquarelle des fagnes. C'est ça. Et on voit le noir flouer là, dans le fond. Tout au bout, ok, oui. d'accord. Alors ça, c'est
mon grand-père, ici à droite, devant un abri pour les bombes pendant la guerre. Donc avec le personnel qui travaillait avec lui, je suppose, et il y avait des abris dans les rues où les gens pouvaient aller se réfugier quand la sirène, l'alarme sonnait. Donc voilà, ça fait aussi un peu partie de mon roman, puisque une partie se passe pendant la guerre, à Liège, avec les bombardements. Donc j'ai mis cette photo-là qui m'est un peu personnelle, puisque c'est mon grand-père, mais ça illustre un peu mon roman aussi. Alors, nous sommes des générations qui avons vécu, je dirais, la guerre par procuration, pour avoir entendu les récits de votre grand-père, de nos parents qui l'ont vécu. Qu'est-ce qu'il vous racontait, votre grand-père? Oh ben, il racontait les horreurs de la guerre, et puis ils avaient, comme il disait, évacué, c'est-à-dire ils étaient partis en France sur les routes pour échapper aux Allemands qui arrivaient, parce que ils avaient connu la Première Guerre mondiale, donc avec toutes les horreurs, les viols, etc. Donc ils avaient très peur, comme ils avaient 2 filles, ils ont fui en France, ils sont allés en Ardèche. Et puis 3 mois après, ils sont revenus chez eux. Donc c'est ça. Voilà, c'était un peu. Oui, ce grand exode. Oui. C'est ça. Et il vous racontait des moments. Oui. Mais pour ma mère qui avait 15 ans, c'était des vacances pour elle, puisqu'ils sont arrivés en Ardèche et elle n'avait jamais vu, elle n'était jamais allée aussi loin. Donc aller en Ardèche et à voir ces paysages, etc. C'était très surprenant. Pour elle qui avait l'insouciance de ses 15 ans, c'était comme des vacances. Ah oui. Mais pour mes grands-parents, je suppose qu'ils se tracassaient pour leur maison, savoir si elle existait toujours, et leur famille qui était restée. Et l'extrême violence qui se déroulait ici. Qui était restée à Liège, Et ça, c'est l'insigne des compagnons de la route. Et mes parents se sont rencontrés dans ce groupe de marcheurs. Voilà, on voit 2 chaussures là sur le cuisson. Et c'était un groupe de marcheurs et voilà, ils allaient se promener dans les fagnes. Ok. Vous marchez beaucoup, vous? Oh non, beaucoup moins qu'eux, oui. Parce qu'eux, ils ont continué vraiment presque jusqu'à la fin de leur vie à aller tous les dimanches avec ce groupe des compagnons de la route. D'accord. Oui. D'accord. Beaucoup moins qu'eux, moi. Et voilà, mes parents à leur mariage. D'accord. Parlez-moi de vos parents. Oh ben, mon père était ouvrier métallo. Il a commencé à travailler à 16 ans. Et puis, voilà, il aimait beaucoup la marche, la nature. On partait en vacances, je me souviens, d'abord en Belgique. Je suis allée, quand j'étais petite, en vacances au lac de Robertville. Ok. Et puis, un peu plus loin, quand on a commencé à avoir des voitures, on allait plus loin. Alors, la première fois que je suis partie à l'étranger, c'était en Alsace. Ok, voilà, et puis finalement, de plus en plus loin. Et ma mère était pédicure. Voilà. Okay. Donc, nous étions des ouvriers modestes et mon père était syndicaliste. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Mon père m'a appris à lutter contre les injustices. Et ma mère, elle m'a appris beaucoup la lecture, ça venait d'elle. Elle lisait beaucoup? Elle lisait beaucoup, oui. Ok, qu'est-ce qu'elle vous faisait lire? Oh ben, quand j'étais petite, c'était la Comtesse de Ségur, le Club des 5, et des choses comme ça. Et puis, elle lisait aussi elle a lu Zola aussi. Et elle m'a dit, parce qu'elle a travaillé dans sa jeunesse au Grand Bazar de Liège. Ok. Et elle avait lu Au Bonheur des Dames, puisque c'était un grand magasin, un peu comme le Grand Bazar, finalement. C'est ça. C'était un grand magasin de Paris, mais le Grand Bazar de Liège était fait sur le même schéma que les Galeries Lafayette et compagnie. C'est ça. Donc, oui, elle m'a donné le goût de la lecture. Le goût de la lecture, la Comtesse de Ségur, oui. Oui. C'était toute une société aussi. Oui, non, la mémoire d'un âne. C'était intéressant pour voir comment les gens vivaient à cette époque. Exactement, oui. On est tous passés, notre génération, par la Comtesse de Ségur, effectivement. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui... À mon avis, pas. Eh bien, ça, c'est une peinture à l'acrylique sur toile.
Et ça s'appelle L'artiste vit dans un autre monde, parce que c'est mon mari qui me dit toujours tu vis dans un autre monde, parce que je suis souvent perdue dans mes pensées, et même quand je suis avec lui en train de manger ou de faire autre chose, parfois je n'entends même pas ce qu'il me dit, je suis dans mes histoires avec mes personnages. Et... Ah oui, à ce point-là? Oui, oui. Ils vous accompagnent tout le temps, vos personnages? Oui, oui. Quand je suis en création, je suis très concentrée et même parfois je fais des choses machinalement, mais ma tête est ailleurs. Comme ceci, vous écrivez? Pour le moment, je n'écris pas parce que c'est trop difficile d'être à la fois en promo et dans l'écriture. Et dans l'écriture. Donc, vous avez déjà une idée, vous n'êtes pas obligé de la dire. Mais j'ai déjà 3 romans déjà écrits. Romans. Ah oui. J'écris plus vite qu'on ne me publie. C'est fou ça. Voilà, j'ai de l'avance là. Donc je peux me permettre de faire un break. Il n'y a jamais l'angoisse de la page blanche? Ah non, moi je ne connais pas ça, non. Ah, c'est incroyable. Ni de la toile blanche, ni de la page blanche. Ok, ça vient automatiquement. Oui. Et vous savez à un certain moment comment peut naître un roman avec des personnages? C'est sur un déclic d'une chose qui m'intéresse et que j'ai envie de découvrir, et ça part souvent de ça. D'accord, d'accord. Voilà, ça c'est les 4 saisons et aussi les 4 saisons de la femme. Donc l'enfant au printemps, la femme en été avec les fruits, en automne les feuilles mortes et l'hiver évidemment les branches nues. C'est ça. C'est tout un cheminement. C'est le cycle de la nature finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de chacune des saisons? Chaque saison a son beau côté, et ça fait partie d'un cycle auquel on ne peut pas échapper, et que ce soit pour une fleur ou pour un fruit ou pour un être humain, tout passe de la même façon. Vous le dites avec beaucoup de philosophie. Mais oui, c'est comme ça. À l'échelle de l'univers, on n'est qu'un grain de sable, donc il faut le prendre comme ça. Et c'est inutile de se dire, oh là là, je vieillis, c'est une catastrophe. Non, on fait partie d'un tout. Vous avez peur de la mort? Non, j'ai pas peur de la mort. Non. J'ai plus peur de la maladie ou même de perdre la tête, ce qui serait le pire. Mais je n'ai pas peur de la mort, non. D'accord. Ça, c'est mon fils et son petit copain. Et ça s'appelait... Attendez que je me souvienne, parce que c'est déjà loin, parce qu'il va avoir 45 ans. Ça s'appelait 20 ans en l'an 2000. Mon fils est né en 1980, et déjà à cette époque, je me disais, quel monde va-t-on laisser aux jeunes? L'an 2000, c'était un peu un symbole, mais... C'est quand même précurseur qu'on ne parlait pas beaucoup du réchauffement climatique. Non, alors, mais... En 2000, il y en a qui le faisaient déjà. On savait déjà qu'on n'allait pas vers quelque chose de bien. Oui. Donc, tout le monde s'en fichait, alors qu'il aurait déjà fallu, à cette époque-là, prendre des mesures pour ne pas en arriver où on est aujourd'hui et où on va. Oui. Donc voilà, moi je pensais déjà à ça quand mon fils est né, et qu'est-ce qu'on allait leur laisser à l'avenir. Donc maintenant que j'ai des petits-enfants, je me tracasse beaucoup pour eux. Quel regard portez-vous? Nous représentons certainement dans l'histoire de l'humanité la génération qui était la plus confrontée à un changement technologique, c'est incroyable. Vous voyez ça comment, vous? Moi je me dis qu'on a été quand même responsable de ce changement-là, parce que après la guerre... on a consommé à tour de bras sans réfléchir. C'était vraiment... On fait partie, nous, des baby-boomers. Donc, on ne se tracassait pas beaucoup, on consommait, il fallait vivre comme les Américains et toutes ces choses-là. Et puis, quand on s'est rendu compte qu'on allait droit dans le mur, c'était déjà tard, finalement, pour changer les choses. Et aujourd'hui, on voudrait les changer, mais ça ne suit pas. Et qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants alors aujourd'hui? Les petits-enfants, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, ils ont des gestes plus écologiques que nous, on avait à l'époque. Bon, pour notre défense, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais les petits-enfants font attention. Mais bon, ils feront comme ils pourront. Hein.
chaque génération a eu son lot de soucis, mais nos parents ont eu la guerre, eux, ils auront probablement à faire face à des difficultés, mais... Il y a aussi de belles solutions qui arrivent et qu'on n'imagine pas. Espérons-le, oui, oui. Dans l'histoire, bon, il y a des choses. Il ne faut pas aussi. désespérer, Ben non, oui. jamais. Voilà. La terre est toujours très belle dans votre... C'est eux qui ont la clé de leur avenir, finalement. Effectivement. Et ça, c'est une sculpture qui est dans mon jardin. Oui. Et c'est Gaïa qui représente la terre, toujours le côté un peu écologique. Et voilà. Est-ce que dans votre vie, vous avez changé des choses, justement, avec la prise de conscience? Oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je ne me tracassais pas, je consommais aussi. Et on ne savait pas encore que ça allait... Maintenant, proportionnellement à cette époque... Quand on avait les années 70, on consommait, mais on consommait quand même beaucoup moins qu'on consomme aujourd'hui. Oui, bien sûr, on consommait beaucoup moins, mais... Comme vous disiez, on partait en vacances en Alsace, on n'allait pas à Bali. Hein. Mais oui, c'est ça, mais bon, on ne se tracassait pas, on ne pensait pas à tout ça. C'est sûr qu'on consommait moins, mais parce que les choses arrivaient moins chez nous, parce qu'on avait moins de revenus aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Et tout ça a fait que ça s'est emballé. C'est ça, oui, tout à fait, emballé. Ça, c'est le temps des cerises. C'est encore une sculpture. Et les cerises qui sont à son oreille sont en terre cuite. Ok, ah oui, ok. Voilà. Et là, ce sont des vraies cerises. D'accord. Le temps des cerises, ça vous inspire quoi, ça? La chanson de Jean-Baptiste Clément. Et puis, voilà, c'est une chanson d'amour et à la fois une chanson révolutionnaire. C'est ça. Et là, c'est la sérénité. Cette sculpture-là, je l'ai fait aussi pendant le Covid. Donc, c'est un peu un repli sur soi-même. Mais aussi, c'était bizarre parce que pendant le Covid, on a eu un tellement beau printemps. Oui, je me souviens. Là, la nature explosait de partout. Ceux qui avaient un jardin avaient de la chance. Oui. Et il n'y avait pas d'avion dans le ciel. C'était bizarre, finalement. On vivait un peu un repli sur soi-même et on espérait aussi que ça allait changer des choses, mais finalement, ça n'a rien changé. Oui, et alors, il y avait deux sortes d'artistes, parce que les artistes, on pense à les artistes du spectacle, etc., pour qui ce fut ravageur. Vous, par contre, par rapport à ce que vous faites, c'était peut-être des moments privilégiés. Oui, parce que moi, ça a été une période de création pour moi. C'est ça. En sculpture, parce que j'ai fait mes dernières sculptures, et puis en écriture, puisque grâce au Covid, je me suis baladée dans les fagnes et j'ai pu écrire un nouveau roman. La sculpture, elle est arrivée quand dans votre vie? Elle est arrivée, je me souviens plus très bien, il y a 20 ans, je crois. Oui. À nouveau comme ça? Oui, sur un déclic. Je me lassais un peu de la peinture. Il me semblait que j'en avais fait le tour. J'avais essayé toutes les techniques et j'ai eu envie d'essayer autre chose. Et j'ai eu l'occasion d'avoir de la terre et j'ai commencé un peu à modeler la terre. Et il y avait beaucoup de contraintes techniques parce que pour les cuissons au four, par exemple, la moindre bulle fait qu'elle éclate. Il faut vraiment... J'ai lu beaucoup de choses sur Internet. Je me suis inscrite sur un forum de sculpture et j'ai appris comme ça en autodidacte. Oui. Est-ce que vous dites, je me lassais de la peinture, est-ce que vous vous lasserez un jour de l'écriture? Mais j'espère que non, mais peut-être. À vous entendre, on n'a pas la pression. Hein. Pour le moment, ça va. Je ne suis pas encore... blasé. Et si vous vous lassiez de l'écriture, vous feriez quoi? Ah ça... Mystère. Mystère, oui. Peut-être que j'aurai un jour un déclic autre, mais... Alors, on arrive à la fin de cette émission. C'est quoi vos projets comme ceci? Eh bien, mes projets, j'ai 3 romans dans un tiroir et j'espère en faire publier un après, dans quelques temps, quand je serai un peu sortie de celui-ci. Mais je ne sais pas encore très bien, je n'y pense pas pour le moment parce que je suis vraiment à fond dans la promo de celui-ci. Donc c'est quoi la promo? Ça se passe comment? Je fais beaucoup d'interviews, de dédicaces dans les librairies, des salons. C'est fastidieux, non? Non, c'est agréable parce que oui, c'est un peu fatigant parce que je dois courir un peu partout, mais
C'est agréable de rencontrer les lecteurs quand même et d'avoir les retours, des bons retours. J'ai de la chance, je ne me fais pas démolir, donc ça va. D'accord. Je dois dire que jusque maintenant, j'ai eu beaucoup de chance avec mes livres qui ont eu de bonnes critiques. Oui. C'est ça, c'est important les critiques pour vous. Bah, quand même, oui, parce que... Enfin, c'est un regard d'une voilà, personne si j'avais très subjectif. Bah, si ce n'est qu'une mauvaise critique, ce n'est pas grave, mais si l'ensemble des critiques étaient mauvais, là, je me remettrais en question. D'accord, c'est ça. Donc pour le moment, ça va, ça se passe bien. Alors, sans lever le voile, mais les prochains romans, ils se passent où? Ben, écoutez, comme j'en ai 3, oui, je ne sais pas encore lequel des 3 je vais choisir. Ah, oui. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense peut-être que ce sera un roman qui se situe d'une part à la Renaissance française, au château de Blois, etc. Au château de Blois, ok. Mais avec autour de la peinture, okay. d'une peinture et aussi une partie contemporaine, et il y a un fil rouge entre les deux. Ah oui. À nouveau, il va falloir à nouveau explorer l'histoire, l'assassinat du duc de Guise, etc., etc. Oui, c'est vrai. Et la Saint-Barthélemy et Catherine de Médicis. Oui, avec son mais bon, ce n'est pas le sujet sujet principal. Hein, mais il y aura quand même une partie historique autour de mon sujet. Vous aimez l'histoire? Oui, j'aime beaucoup l'histoire et je trouve qu'on doit lui accorder une part importante parce que l'histoire se renouvelle souvent et si on ne connaît pas l'histoire, on risque de refaire les erreurs du passé. Et je trouve que maintenant dans les écoles, les cours d'histoire sont assez bâclés. Et puis aussi, on n'a plus la ligne du temps, je trouve. Ah oui. On prend une partie ici, une partie là, et les jeunes ne savent plus faire le lien entre les périodes successives. Et ça, je pense que ce n'est pas bon. Oui. Ma définition de la culture, c'est justement la culture nous permet de nous repérer dans l'espace et dans le temps et de savoir où on est. En fait. Oui, parce qu'on peut ouvrir un tiroir, mais on sait toujours par rapport à avant et à après où on se trouve. Et là, je trouve que maintenant, dans les cours d'histoire, ils voient des choses sans lien entre elles. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est dommage, même pour la façon de penser. Quelles sont les périodes de l'histoire qui vous intéressent le plus? Moi, j'aime beaucoup la Renaissance. La Renaissance, oui. Pourquoi? Parce que c'était une période d'explosion artistique où tout... On avait connu au Moyen-Âge beaucoup de lourdeur avec notamment les épidémies de peste, etc., qui avaient vraiment figé des guerres, guerres importantes, etc. Et à la Renaissance, notamment la Renaissance italienne avec les Médicis, tout cela a été une explosion d'artistes et incroyable. Oui, et d'idées nouvelles et c'était magnifique. Et puis également, on redécouvrait ce que je disais, les périodes précédentes, grecques, romaines, et on s'en inspirait. Donc tout ça était vraiment intéressant. D'accord. Donc on a ce rendez-vous pour votre prochain roman, peut-être. À la naissance, au château de Blois. On laisse le mystère. En attendant, on aura, évidemment, vous aurez l'occasion de découvrir celui-ci au vent déraisonnable, aux éditions en page, des vents déraisonnables de la passion humaine et de l'histoire bien difficile pour cette époque-là et qui se passe dans notre région. Oui. Merci infiniment d'être venu dans l'album. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. On referme cet album. Merci encore. Et puis nous, je vous le rappelle, on se retrouve évidemment lundi prochain, 20h30. Et puis tous les albums sur vedia.be. Bonne soirée, à bientôt.